Alors voilà, maintenant nous allons continuer concernant notre session questions-réponses pour l'avenir de l'Église. Je vous présente le modérateur pour cette session, mon collègue Sam Hodges. Bon après-midi. Nous avons essayé d'avoir le directeur de la Cour suprême, mais il n'a pas pu venir. Donc voilà, maintenant je commence à devenir un expert sur ces plans, puisqu'on en apprend tous les jours, mais je suis reconnaissant d'avoir la possibilité d'avoir cette session questions-réponses pour qu'on puisse en apprendre davantage. Donc, Révérende J. Williams qui va parler concernant la proposition de UM Forward. Ken Millar va parler du plan d'Indianapolis. Kenetta Begum-Tsai qui va parler de la conférence régionale américaine. Et puis, Révérend Junius Dodson qui va parler sur le protocole. Alors voilà, c'est à vous de poser vos questions maintenant. C'est l'occasion que vous avez maintenant de prendre la parole et de poser vos questions. Et aussi Lonnie Chaffin. Et Lonnie Chaffin qui représente UM Next. Alors, si vous avez des questions, je vous demande d'aller au micro et nous vous demandons uniquement de poser des questions et de ne pas faire un discours, s'il vous plaît. Donc, commençons ici. Questions? Allez-y. Lonnie Brooks, laïque de l'Alaska. Pour Ken Dillard et pour Cushman Wood, pour les deux, quels sont les obstacles que vous voyez de procéder par une motion dans le comité législatif en matière de conférences pour définir un protocole pour traiter le protocole au lieu du plan d'Indianapolis, puisque vous devez avoir une séance extraordinaire après la conférence générale pour traiter de la question. Bonne question, mais le défi maintenant, c'est que toutes les propositions législatives auraient dû être proposées ou soumises avant le 15 septembre. Mais maintenant, une conférence annuelle peut soumettre une proposition législative jusqu'en mi-mars. Alors l'idée, d'après ce que je comprends du protocole, c'est que si on a une conférence annuelle ou plusieurs conférences annuelles, elles peuvent soumettre des propositions législatives. Si ça n'est pas possible, alors le plan d'Indianapolis serait très heureux de laisser le protocole passer avant le nôtre. Donc, on pourrait le substituer pour quelque chose d'autre et on veut bien le faire parce que nous travaillons en faveur du protocole maintenant au lieu du plan d'Indianapolis. Ça a les mêmes buts et peut-être ils le font beaucoup mieux puisqu'ils ont élaboré un plan concernant les finances que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Alors, en termes des finances, les dispositions dans le plan d'Indianapolis, c'est que nous demandons un financement continuel pour les conférences centrales jusqu'en 2024, durant ce quadriennat, par toutes les dénominations. Ça ne peut pas être obligatoire. Je ne pense pas qu'on peut forcer les gens à le faire, mais nous voulons continuer le même financement au niveau des conférences centrales pour qu'il n'y ait aucune lacune en ce temps de transition. Ma question, si les plans qui ont été proposés vont incorporer les principes sociaux mondiaux qui vont être proposés. Et en particulier, je voudrais entendre parler de UM Next, si cette disposition a été inclue. Oui, nous
soutenons tous les changements qui ont été faits aux principes sociaux révisés. Et donc, nous encourageons que toutes les dispositions qui se trouvent incluses dans les principes sociaux, c'est quelque chose que nous pouvons tous soutenir. Quelqu'un d'autre à ce sujet? De la part de la table connexionnelle, et encore une fois, je veux vous dire que le processus dans lequel les principes sociaux se sont engagés, dont Église et société, ils ont vraiment engagé, ils ont fait participer les personnes dans les conférences centrales. Donc, c'est quelque chose qui est prophétique d'entendre les voix des conférences centrales. Si vous examinez ces principes sociaux révisés mondiaux, vous verrez que nous avons éliminé pas mal et nous avons aussi inclus la polygamie dans la section du mariage. Et j'ai entendu leur voix dans cette déclaration, dans ces principes sociaux. Donc, c'est très important pour nous de soutenir ces principes sociaux et aussi les dirigeants et nos frères et sœurs des conférences centrales. Et je voudrais rajouter quelque chose. Alors, je voulais rajouter que le plan pour de nouvelles expressions dans le monde entier aussi demande que toutes ces dénominations, ces 4 dénominations, aient une relation, une connexion. Et donc, ça serait certainement une alliance entre nous tous de souscrire à ces principes sociaux. Docteur, question pour Dodson. Est-ce que les actifs des conférences centrales sont transférés en dehors de l'Église méthodiste unie si le protocole est adopté? Et si une Église a aussi des obligations passées envers la conférence annuelle, est-ce que la conférence annuelle pourrait supprimer toutes ces obligations ou est-ce que les églises locales qui se retirent de l'Église méthodiste unie, est-ce qu'elles devront alors payer tout ceci? Ça, c'est une très longue question. Restez au micro. Alors, votre première question, est-ce qu'il y aurait un délai entre la date de la conférence générale et la date où la conférence annuelle voterait? Oui, il y aurait une période de transition. Je ne pense pas que ça ait été prescrit exactement, qu'il y a une certaine date à laquelle les conférences annuelles doivent voter. Quelle était la deuxième question? Est-ce que vous pouvez clarifier les délais pour nous? Parce que je pense que la proposition législative est très importante pour ceux d'entre nous qui doivent prendre une décision sur la législation que nous n'avons pas encore vue. Alors, pour enregistrer l'intention pour une nouvelle dénomination, ça viendrait des organes directeurs et ça serait au plus tard le 15 mai 2021. Et la date limite pour les conférences centrales, ça serait pour le 31 décembre 2021. Et pour les conférences annuelles, ça serait le 1er juillet 2021 pour voter de s'affilier à une nouvelle dénomination. Et pour le clergé, pour s'affilier à une certaine dénomination, ils auront aussi une date pour déclarer leur intention. Je crois que c'est très important pour nous, en tant que l'équipe de médiation, puisque nous parlons de nouvelles dénominations. Il nous faut être très clair que l'Église méthodiste unie va continuer, mais nous avons toujours des processus qui nous régissent. Nous avons un livre de discipline. Donc, nous avons essayé intentionnellement de ne pas gouverner ou gérer les nouvelles dénominations. Évidemment, les nouvelles dénominations auront leur propre processus
pour recevoir leurs membres et ce genre de choses. Donc, le protocole permet ce genre d'expression. Junius, vous pouvez rester là. Paul Black de Illinois, Grande-Rivière. Des questions concernant le protocole à la session spéciale en 2019, à décision 1377, le Conseil judiciaire a juré que une décision de 55% a échoué la majorité nécessaire en paragraphe 41. Alors, comment est-ce que les auteurs de la législation discutent cette législation sans faire un amendement constitutionnel? Et si le Conseil enlève cette partie du protocole, combien est fragile cet accord et est-ce que nous pouvons le maintenir? D'abord, je ne suis pas avocat, mais il y a ceux qui sont avocats qui écrivent la législation. On écrit la législation pour mettre en marche le protocole. Et d'après ma compréhension, pour ceux qui écrivent cette législation, qu'on va traiter ceci. Et une fois que la législation est faite, donc on demandera un point de vue de donc je suis sûre qu'on va résoudre la constitutionnalité. Et vous autres, est-ce que vous avez traité la constitutionnalité? Pour le plan de Next Generation, nous ne pensons pas qu'il y ait des problèmes. Et comme j'ai partagé avant, la table connexionnelle, la proposition vient en deux étapes. La première étape, c'est pour un comité régional américain et une pétition non disciplinaire qui dirige l'organisation de ce comité. Ce comité peut commencer à faire la législation avec des affaires adaptables et il n'y a pas d'amendement de constitution. Mais la deuxième étape qui crée une conférence américaine aux États-Unis demande 2 amendements à la Constitution et 4 ajouts à la Constitution. Ce qu'on ajoute, c'est l'idée d'une conférence régionale séparée d'une conférence centrale et puis ça traite des paragraphes qui détaillent l'organisation et les droits d'une conférence centrale et ça transmet et adapte cela à la conférence régionale. Alors, il y a certains changements pour la deuxième étape de créer la conférence régionale des États-Unis. Il faut la législation et que ça soit ratifié par les conférences et nous pensons que nous aurons ça en 2024. Alors, le comité peut être en place avant 2024. Un des principes du comité Indianapolis est que aucun changement de la Constitution est nécessaire. Donc, tout est dans la possibilité de législation. On n'a pas besoin de changer la Constitution. Nous avons pensé que si on pouvait mettre en place le plan d'Indianapolis, donc ça peut être mis en pratique le 1er août 2020. Donc pour toutes les dénominations. Alors tout peut se passer vite, vite. Pas d'amendement de constitution et implémentation rapide. Le nouveau plan amène à la libération sans être pressé. Ça identifie un processus pour transitionner qui amène la législation qu'on doit revoir pour la constitutionnalité
et ont vu le plan derrière les portes fermées qui donne le produit devant la conférence pour dire que vous devez voter sur ça maintenant. Plutôt, nous identifier un processus pour faire le travail ouvertement, dans transparence, dirigé par un conseil qui sera élu par la conférence générale en mai. Question ici. Oui, je m'appelle Révérend Dr. Thomas Hudsmith. Je suis président des ministères des sourds-muets, qui est un ministère local, et je parle avec un interprète. J'ai une question pour vous tous. D'après ma compréhension, il y a 1 sur 5 personnes qui ont des handicaps. Est-ce qu'il y avait les points de vue de ces personnes dans vos propositions? Et je demande ceci tous en pensant à l'exemple. Avec Protocole, ils avaient 39 millions de dollars mis de côté pour les églises qui ont eu l'expérience avec les opprimés. Et je pense que ça doit avoir aussi les gens avec les handicaps, ainsi que les sourds-muets et leurs familles, aussi espérant que cette communauté n'est pas exclue de tout ceci. Qui veut répondre à cela? Une partie de l'approche du nouveau plan est une approche intersection qui relie les péchés contre les handicapés, le sexisme, le racisme, etc. Il y a ceux qui ont des handicaps visibles ou pas visibles, parce que notre approche est de centraliser ceux qui sont marginalisés et qui ne sont pas incorporés dans ce travail d'une manière intentionnée. Aussi, je veux dire, une partie de l'équipe de médiation est que quand nous avons pensé à tout ce qui était devant nous et comment est-ce que nous pouvons arrêter tout mal envers n'importe qui dans la dénomination. Alors, une partie de mon souci et mon désir de voir l'Église continuer, ainsi que traiter 39 millions de dollars mis de côté pour les communautés qui ont été marginalisées par le racisme, c'est commencer à adresser ce mal et de considérer l'impact que cette séparation pourrait avoir pour l'avenir de l'Église. Une autre séparation, c'est que les partenaires des conversations avec les conférences centrales, avec nous, on a pensé à la séparation, on a pensé à l'impact de séparation qui aura lieu dans toute notre connexion. Il est devenu clair à nous rapidement que on ne pouvait pas mesurer l'impact. Deuxièmement, qu'il y avait des choses qu'on ne savait même pas, on n'avait même pas considérées, même quand on a eu ces conversations. Et de plus en plus, on pouvait apprendre des nouveaux ministères impactés si on n'avait pas de séparation d'une manière bien responsable et ordonnée. Alors, tout ceci a dirigé le processus. Est-ce que je peux répondre? Merci pour la question. La table connexionnelle, le processus qui comprenait tous ceux dans la connexion. Mais souvent, on ne pense pas aux gouvernances contextuelles aux États-Unis. C'est la capacité de faire face à nos questions de vitalité, comment travailler avec les gens de toutes les communautés. Il faut penser à ça. Comment est-ce que on connecte un ministère avec toute personne
Alors, c'est un moment de le faire et de remercier à nos interprètes et à Léo qui prêche et tous ceux qui sont là pour rendre possible l'inclusivité de cet espace. Et je pense que votre question est un appel pour nous de penser à ça dans l'avenir. Merci. Encore une pensée. Merci pour votre réflexion. Je pense que nous voulons être une Église qui parle du ministère encore, ce que nous voulons dépenser notre temps dans l'avenir. Merci beaucoup. Notre proposition ajoute au paragraphe 140 le langage suivant. L'Église a été divisée trop longtemps, basée sur les différences perçues. Nous voulons enlever toute barrière qui nous sépare dans le corps de Christ, le racisme, le sexisme, misogynie, tribalisme et toutes sortes de xénophobie par le Christ qui nous unit, que nous croîtrons dans l'amour qui nous unit. Encore une autre question. Je m'appelle Adrian Hill, laïque de Nord-Illinois, honorée d'être ici. Le clergé queer ont été à côté de moi quand l'Église m'a aidé. Alors, je dois soutenir tous ceux LGBTQIA qui m'ont aidé durant les 10 ans. Leur mal n'est pas seulement pour publier les plaintes. Ici à Tennessee, où j'étais élevée, législation ne permet pas les parents homosexuels d'adopter les enfants. Ça fait du mal. Donc, les homosexuels ne peuvent pas être ordonnés et mariés à la maison de Dieu. Il faut être audacieux pour arrêter le mal, pas les plans qui laissent les frères et sœurs dans les institutions qui ne les écoutent plus. Comment est-ce que vos plans protègent nos frères et sœurs contre l'homophobie? Qui veut répondre? Je pense que vous avez pointé le problème, que nous avons des cœurs différents sur ceci. Et c'est pourquoi le plan d'Indianapolis et le protocole, nous pensons qu'il faut séparer pour la justice. Il y aura une dénomination des méthodistes qui sont inclusifs, pleinement inclusifs. S'il y a progressif ou il est complètement inclusif, ça serait la seule expression méthodiste aux États-Unis qui accepte pleinement les homosexuels. Les autres descendants de Wesley ici, les AME, Nazaréens, Armée du Salut, toutes ces expressions acceptent les homosexuels. Mais ces plans donnent naissance à une expression méthodiste qui accepte à 100% les homosexuels pour adopter les enfants, pour être mariés, pour être ordinaires, etc., par le protocole ou le plan d'Indianapolis. Adrian, je ne sais pas où il est parti. Ah voilà, il est là. Adrian, merci pour votre question. La table connextionnelle n'évite pas le mal dans le monde entier au peuple LGBTQIA. Et je suis triste pour ça. J'ai beaucoup de tristesse pour ça. J'aimerais avoir un moyen de savoir qu'il n'y aurait plus de mal fait dans le monde. Je me rappelle quand la table connextionnelle a proposé la législation et j'ai présenté ça à Mozambique et j'ai rencontré les gens qui travaillaient sur le mouvement de justice LGBTQIA en Mozambique et la manière que je les ai félicités, mais je leur ai dit on ne peut pas les délaisser. Notre témoignage doit briller dans le monde entier. J'entends votre
souhaits. La proposition de table connexionnelle traite beaucoup de choses. On devient plus efficace. Nous quittons la focalisation américaine et ça ouvre un peu la porte pour contextualiser aux États-Unis. Et j'espère que ce sera des bonnes choses qui nous aident à ne plus faire du mal et à être des témoins dans des lieux différents. Et ces gens peuvent être des témoins pour nous. Et parce que nos gens LGBTQ dans d'autres pays, et surtout aux États-Unis et aussi en dehors des États-Unis, ont une bataille courageuse. Et pour être complètement transparent, non, ça ne peut pas tout résoudre dans le monde entier, mais notre espoir est de créer la contextualisation qui nous permet, en fait, le plus que nous traitons ceci dans le contexte local, dans le contexte de relations, je pense que nous sommes mieux. C'est une chose au niveau de la conférence générale de traiter cela, mais quand c'est dans votre propre église locale ou conférence annuelle, ce que vous croyez théologiquement, telle est votre position sociale, vous traitez les gens avec qui vous êtes en relation. Notre frère révérend Henderson, qui nous a commencé, il a dit, est-ce que vous me voyez? Nous ne nous voyons pas dans les mots de législation ou de la discipline. On se voit en relation. Alors, le degré par lequel nous sommes contextuels et locaux en traitant ces questions, le plus que nous sommes capables de nous voir et de lutter avec ceci en relation. Et c'est une chose que si c'est abstrait, mais quand vous êtes face à face avec quelqu'un qui souffre, c'est ça qui transforme le monde. Ne fais pas du mal, fais du bien et fais des ordonnances de Dieu. Restez en amour avec Dieu, comme évêque Joel a exprimé. Le protocole et le plan UMX, en réalité, ne répondent même pas au premier règlement. Fais pas du mal. Ça enlève le langage du mal, de la discipline, mais cela ne met pas des protections qui évitent de faire du mal dans un contexte aux États-Unis. Alors, ça veut dire que dans la discipline, la discrimination pourrait continuer dans le contexte américain. Donc, nous n'avons pas commencé le deuxième règlement de faire du bien. Moi, je dis que il n'y a pas de plan qui enlève le mal, qui empêche le mal. C'est plus profond que ça. Et de demander un plan qui dit qu'il n'y aura plus de mal. Il n'y a pas de langage dans la discipline qui parle contre le racisme. Ça existe toujours. Le sexisme, ça fait toujours partie de notre réalité. Alors, je vous suggère que quand nous commençons à parler de ne pas faire du mal, c'est plus profond. Et il faudrait un changement du cœur du peuple de Dieu. Alors, mon intérêt en tant que croyant en Jésus-Christ à signer ce protocole, c'est de créer une église, une occasion pour une église pour enlever le langage de discrimination, mais aussi de créer
une Église qui crée des espaces de sécurité et qui peut plaidoyer pour la justice pour tout le peuple de Dieu. Alors, je vous dis, il n'y a pas de plan parfait, sauf le plan de Dieu. Alors, j'élève cela aux délégués de la conférence générale pour dire que maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous faisons du mal les uns envers les autres. On peut arrêter ça. Et puis, deuxième chose que je vous dis, quand nous avons parlé de dissolution de l'Église, la dissolution vient avec du mal, n'est-ce pas? Alors, quand je pense à ça, je pense d'une perspective plus grande. Je veux commencer ce processus d'agir de manière plus juste. Joe Harris de Oklahoma, pasteur. J'ai 12 questions, mais je ne vais poser que 3. Il s'agit du protocole. Une des questions que j'ai, c'est qui s'engage dans l'écriture ou l'élaboration de cette proposition et quand est-ce que nous anticipons que ceci sera accompli? Et lorsque ce sera présenté, est-ce que ça devrait être une proposition législative entièrement ou est-ce que ça sera séparé ou réparti en plusieurs comités législatifs? Et si le protocole est mis en vigueur à la fin de la conférence générale 2020 et les conférences annuelles qui se réunissent tout de suite après, et la mienne en est une, si on pouvait alors le mettre sur notre ordre du jour, il nous faudra à peu près 20% sur le choix. Est-ce que alors ce vote pourrait être reporté à plus tard? Donc, il y a une équipe, une petite équipe de personnes qui comprend l'équipe de médiation qui est en train de rédiger le protocole et la proposition législative. Et nous avons tous été impliqués dans ce protocole. À Tampa, nous avons passé le reste de la journée après le communiqué de presse à élaborer cette proposition avec des autres personnes de la dénomination. Ceci sera accompli très bientôt. Nous espérons d'ici la fin du mois. Je sais que les gens sont très anxieux de voir cette proposition, mais elle est en train d'être rédigée et je pense que ça sera terminé d'ici la fin du mois et les gens pourront le voir. Nous voulons le présenter en tant que proposition entière qui ne serait pas répartie dans les comités législatifs. Et en termes de conférences annuelles, oui, il pourrait agir tout de suite après la fin de la conférence générale. Et les conférences annuelles auront en fait une année entière pour décider. Donc, ils peuvent aussi le faire dans une séance extraordinaire ou d'ici l'année d'après. Sally Haynes du Missouri. Concernant le protocole également, je sais que vous avez déjà parlé de ce processus et pas du résultat. Mais dans la séparation de cette Église méthodiste unie, après la séparation, vous avez mentionné du plan traditionnel. Mais est-ce que vous avez un processus pour une Église méthodiste unie après la séparation? Alors, vous parlez sur l'article 6 du protocole. L'intention, je pense, est très claire. Mais je peux vous dire que nous essayons de découvrir ensemble avec d'autres personnes qui nous aident, qui ont partagé des suggestions très avec des personnes qui se connaissent en la matière et avec l'assistance des autres personnes, nous saurons exactement comment faire. En termes de l'Église méthodiste unie, après la séparation, une des choses que nous
sommes en train de promouvoir, et quand je dis nous, encore une fois, pour les personnes qui vont continuer et qui vont faire partie de cette Église méthodiste unie après la séparation, une partie de la proposition de UMC Next est la création d'une commission pour l'étude d'une Église au 21e siècle. Et donc, nous avons pensé au terme d'innovateurs, d'entrepreneurs, des créateurs, des personnes qui pourront examiner ce que ça veut dire d'être une Église au 21e siècle. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en connexion au 21e siècle, être en mission au 21e siècle. Alors, je pense que ça sera une période très excitante de réformation, de devenir une nouvelle Église. Et donc, ça me donne beaucoup d'enthousiasme et de possibilités, je pense, pour nous tous. Donc, ça sera une période de réformation qui aura lieu après la séparation. Alors, il n'y a jamais de garantie dans la vie. Aucun des plans ne peut garantir qu'aucun mal ne sera fait. Mais vous essayez tout votre possible de mettre en place des protections qui empêcheraient le mal. Une des chances, ou quelques jours après la fête de MLK, de Martin Luther King, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il écrivait une lettre à un nombre de pasteurs et dont il y avait 2 évêques méthodistes. Et puis, il dénonce, il dénonce ce racisme et il nous demande de vraiment vivre dans cet évangile de libération comme Jésus le voulait. Donc, pour assurer qu'aucun mal ne soit fait, c'est vraiment très triste dans l'Église que cet accord négocié peut en fait atteindre un accord pour protéger ceux qui sont les plus marginalisés. Nous savions que cet accord serait uniquement concernant le protocole. Mais peut-être on pourrait faire un commentaire concernant le pouvoir, comment cela fonctionne au sein de notre Église. Nous sommes tous fatigués, nous voulons tous nous arrêter de nous disputer, nous voulons aller de l'avant. Je comprends bien, mais je sais que lorsque je suis fatigué, je ne fais pas confiance aux décisions que je prends. J'essaye d'aller dormir, que ce soit pour envoyer un mail, de faire une thèse, ou quoi que ce soit. Il nous faut vraiment atteindre un accord, non pas par l'épuisement, mais il nous faut vraiment connaître le processus pour arriver à ce protocole. Mais la décision de ces pouvoirs, c'est exactement comment nous avons des conférences. Nous avons une conférence qui est vraiment menée par le Conseil des évêques, par des personnes sélectes, précises. Ce sont des accords qui sont faits dans les coulisses. Parfois, c'est accordé ou approuvé par le Conseil des évêques. C'est diffusé par le Conseil des évêques. Et puis, nous entendons les communiqués de presse. Et puis, nous entendons et lisons les articles dans les journaux. Mais ça utilise les mécanismes institutionnels avant même que l'Église dise ou décide que c'est un plan comme les autres. Mais aucun des autres plans n'ont eu des communiqués de presse. Et la séance de ce matin n'était uniquement que 3 présentations sur le protocole, en fait, en disant ceci est notre plan, mais en fait, nous allons soutenir le protocole. Donc, il nous faut quand même avoir des doutes. S'il y a un moyen déjà prédéterminé, nous avons déjà une très grande indication de ce que cette Église sera après la
séparation, parce que ce processus a totalement exclu UM Forward, le plan simple, ou de choisir quoi inclure dans ce plan à partir des autres plans, et puis que de dire que ça a été représentatif. Les membres de ce protocole étaient représentatifs, mais ça n'a pas inclus aussi les membres des caucus minoritaires. Alors, je pense que c'est vraiment une indication du mal qui va toujours durer au sein de l'Église méthodiste unie. Merci. Révérende Kenetta. Et moi, je voudrais répondre d'une différente façon, parce que ce que j'ai entendu, c'était comment aborder la question de ce qui nous empêche de croître et qui est la raison pour notre déclin. En général, une conférence régionale des États-Unis envisage également un endroit où nous pouvons parler des questions contextuelles sur le ministère. Lorsque nous pensons à la structure de notre dénomination, qui est structurée d'une façon qui nous permettrait de faire le ministère de différentes façons et de réfléchir aux façons où nous pouvons prendre des décisions ou à la conférence annuelle. Mais notre plan aussi responsabilise les conférences annuelles, comment elles s'organisent et comment leur ministère peut être fait à la base. Et puis, je voulais dire aussi que nous parlons beaucoup de structure, mais nous sommes tous des délégués, mais nous sommes aussi des dirigeants dans l'Église. Et tout compte fait, il va nous falloir aller de l'avant et nous irons de l'avant si nous nous comportons de différentes façons, si nous voulons bien courir des risques, si nous avons du courage dans notre témoignage, avoir du courage dans notre volonté de faire des expérimentations et d'essayer de différentes choses. Parce que qu'est-ce la question pour laquelle nous nous trouvons ici maintenant? Il nous faut nous permettre d'aller de l'avant. Mais ça ne va pas s'arrêter à la conférence générale, peu importe quel plan va être adopté. Nous allons être mis au défi en tant que dénomination pour croître et pour changer, pour confronter les nouvelles réalités. Je suis très excitée, mais je suis aussi mise au défi. Je voudrais dire quelques paroles. Premièrement, c'est lorsque ce groupe a été réuni uniquement par invitation. J'ai reçu une invitation de la part de l'évêque Yambasu pour que je puisse participer à la conversation. Et il invitait aussi des personnes à travers les différentes perspectives théologiques. C'était en juillet, à cette première réunion. On s'était dit à ce moment-là, on ne va jamais continuer comme ça. Et puis, en fait, il n'y avait aucun évêque des États-Unis à la réunion de juillet. Ça a été convoqué par un évêque des conférences centrales qui a initié ces conversations. On s'est rassemblés, on a discuté ensemble, dialogué, et à la conclusion de cette réunion, la décision était que voulez-vous continuer à discuter? Et la plupart des gens dans la salle disaient, bon, on est divisé, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre à discuter. Et l'évêque Yambasu nous a invités de continuer à dialoguer. Il nous a demandé ceci dans la prière, peut-être de continuer avec un plus petit groupe de personnes. Et puis, on a discuté si c'était même possible de se réunir encore une fois, quels dons pouvons-nous offrir à l'Église. Ce sont des choses qui ont vraiment poussé cette conversation. Un mois après, en août, on s'est encore vu, ça a été une expérience semblable. Et puis le concept ou l'idée de cette invitation qu'ils ont donnée à Ken Feinberg pour continuer avec un médiateur, nous a illuminés. C'est la façon dont nous avons commencé nos conversations et cela a évolué. Mais
En février, il y avait beaucoup de conversations qui avaient lieu à travers notre connexion. Et personnellement, et des autres membres de notre équipe ont essayé de participer à autant de discussions que possible dans le but d'être présent, dans le but d'écouter de bonnes idées. Je voulais rajouter ma voix et l'énergie pour aider au développement de l'avenir de notre dénomination. Et lorsque nous nous sommes réunis, et en particulier lorsque nous avons commencé le processus de médiation, une partie de notre pacte, c'était de rester dans la conversation. Le pacte aussi indiquait que nous devrions avoir autant de conversations avec autant de personnes que possible. Et une partie de cette alliance, de ce pacte, c'est que puisque les pétitions législatives avaient déjà été soumises, peut-être on pourrait intégrer certaines de ces idées. Donc, ça serait une erreur de dire que 16 personnes dans une salle enfermée seraient destinées à décider de l'avenir de l'Église. Non, ce n'est pas la vérité. Nous avons écouté, nous avons discuté, dialogué avec plusieurs groupes et personnes. Mais de toute façon, ça doit être adopté par vous, les délégués. C'est vous, les décideurs. C'est vous qui vont prendre la décision concernant l'avenir de notre dénomination. Je suis devant vous en tant que personne qui s'engage en faveur du protocole, en tant que l'organisateur de UMC Next, également, et en tant que personne qui croit profondément que le résultat du protocole de ce processus va nous accorder la meilleure occasion d'aller de l'avant pour que les gens puissent déterminer leurs meilleurs avenirs. Ça, c'est la nouvelle façon. Et de nouvelles dénominations peuvent être issues de ce protocole pour que tout le monde puisse décider de leur avenir. Alors, faites-le rapidement, s'il vous plaît. That none of us up here Personne parmi nous est autorisé de faire ce que nous faisons. Nous tous, nous sommes des personnes de la base qui ont une passion pour l'Église, qui avaient des douleurs à Saint-Louis, qui se sont réunis avec des groupes divers. Nous avons payé nos propres dépenses. Il n'y a personne qui a été financé pour faire ceci. C'était un effort individuel pour essayer de trouver une résolution aux défis que nous avons. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu qu'ils ne veulent pas la division de l'Église. Il y avait une observation sur cela. L'Église méthodiste a eu au moins 20 séparations depuis John Wesley. Et ils ont découvert que dans la plupart de ces séparations, les deux côtés ont grandi après. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mission claire. Quand la division s'est arrivée avec le mouvement de sainteté, ceux qui ne croyaient pas à boire et fumer, ils ont quitté les méthodistes wesleyennes. Ils ont grandi parce que c'était clair. La séparation en 2 ou 3 groupes ne va pas faire du mal, mais ça va aider notre mission parce que nous serons clairs. Quand quelqu'un se joint, ils sont clairs. C'est la clarté de mission qui amène la croissance. C'est le conflit dans la mission qui empêche la croissance. Ce conflit, depuis 47 ans, nous a empêchés de faire des disciples de Jésus-Christ. OK, ici et là, et soyons le plus concis que possible. Bon après-midi. Je suis Charlie Moore, laïque de Washington. Je vous remercie pour l'occasion d'écouter et de poser des questions. J'ai une question pour Révérend Dodson. C'est ma compréhension que quand vous développez la législation précise, si vous ne contemplez pas quelque chose dans la législation qui va recommander ou identifier d'où viennent les 25 millions de dollars, alors ma question est,
est-ce que vous pouvez reconsidérer cela? Parce que mon souci est que si nous allons à la conférence générale et nous avons ce protocole détaillé à considérer et il n'y a pas d'identification d'où viennent ces fonds, je pense que ça va empêcher la capacité de réussir. Considérez peut-être assembler un petit groupe de GCFA pour les secrétaires, tables et les autres pour voir cela. Merci. Expliquer les 25 millions. Oui, bien noté, bien noté. J'ai entendu votre suggestion et sachez qu'il y aura des personnes qui vont présenter des possibilités de financement qui comprendra les entités que vous venez de noter. Les 25 millions iront au groupe qui quitte. Mais oui, c'est ça. Que tout le monde soit au courant. Bonjour, je m'appelle Randy Emmanuel. Je suis clergé délégué de Sud Nigeria. Ma question est, avec tous ces plans qui viennent, je veux savoir combien de voix africaines sont représentées. Et dans le plan d'Indianapolis, vous avez dit que toutes les conférences centrales vont dans la voie traditionnelle. Comment est-ce que vous avez tiré cette conclusion? Et puis, dernièrement, à la dernière conférence générale, nous avons établi un comité pour travailler sur les évêques supplémentaires en Afrique. Je n'ai rien entendu dans ces plans concernant ces 5 évêques en Afrique. Est-ce que ce plan est un produit de méthodistes post-séparation ou la nouvelle Église dont nous parlons? Alors, qui veut parler de ça? Pour votre question, comment est-ce que nous avons pris la conclusion que les conférences centrales seraient traditionnelles? C'est ça la question? Bon, dans le plan Indianapolis, nous avons vu le fait que 80% des conférences centrales ont voté pour le plan traditionnel à Saint-Louis. Alors, quand on a divisé en centristes et traditionnels et progressistes, on a pensé probablement ils vont choisir ça parce que 80% d'eux ont voté pour le plan traditionnel. Mais c'est différent dans le protocole. Le protocole dit que si les conférences centrales ne décident pas, il reste méthodiste unis. Je n'ai pas d'argument avec cela. C'est une décision. Aux États-Unis, on estime que 70 à 60% des églises méthodistes tendent à être centristes. Alors, s'ils ne prennent pas une décision, ils deviennent centristes. C'était fait basé sur les statistiques de là où ils s'alignent naturellement. Donc, le vote ne serait pas nécessaire s'ils sont centristes, ils restent avec l'Église centriste. Mais la question plus profonde est celle-ci. On n'avait pas de représentation adéquate dans nos groupes, des conférences centrales. C'est vrai. On a financé nous-mêmes nos participations. On n'avait pas de capacité d'inviter les gens venant des conférences centrales. Mais on a fait notre première copie. On a envoyé partout et on a reçu des courriels, des suggestions et on a amené ça au comité et chaque version était à l'évêque, des versions préliminaires étaient envoyées à l'évêque Yambassou pour avoir le point de vue des Africains. Mais on n'a pas eu des délégués des conférences centrales autour de la table. Oui, c'est vrai. Merci. La table connexionnelle comprend les membres des États-Unis et de chaque conférence centrale. Et depuis 4 ans, tout le quatriennat et même avant, la table connexionnelle a travaillé sur cette législation pour les États-Unis comme conférence régionale
On a écouté la voix de l'Europe, de l'Afrique et des Philippines. Et en plus, on a pris cette législation pour discussion à des réunions multiples des comités permanents sur les affaires des conférences centrales. Et ce comité est très inclusif des gens venant des conférences centrales. La législation de la table connexionnelle en novembre était acceptée par le Collège des évêques des conférences centrales. Et notre président est un évêque de la conférence centrale. Et notre président à venir sera l'évêque Mayombo. Alors, on a eu des voix des conférences centrales depuis lors. Alors, je veux remercier la table connexionnelle qui a collaboré sur ceci. Plusieurs sont ici. Judy Keniston a dirigé ce groupe de ministère connexionnel. Robin Scott est là, Michelle Heckman est là, et les autres sont présents qui sont engagés dans la direction de cette législation ainsi que le personnel. Moi aussi, nous avons été dans des conversations multiples dans la connexion, pas seulement aux États-Unis, mais dans les conférences centrales aussi. Je serai bientôt à Manila, au mois de Manila, pour discuter ça. Nous ne faisons pas seulement les discussions, mais la législation. Écoutez avec l'intention de comment la table connexionnelle peut être engagée pour que nous ne soyons plus tellement centrés sur les États-Unis, mais qui écoutent toutes les voix. Il y a 50 secondes qui restent. Pour UMC Next, nous voulons cette relation authentique avec les délégués centrales. Une des critiques de Saint-Louis est que c'était difficile d'avoir la conversation authentique avec toutes ces luttes. Il y a beaucoup de délégués dans la salle qui veulent avoir cette relation authentique. Et j'espère que vous allez vous approcher à nous, Next, pour avoir une église qui va durer plus longtemps que 2020. Et je dis aussi qu'une partie de ce qui est unique du protocole est que c'était initié par les évêques des conférences centrales. Et ils étaient dans la salle, des représentants étaient dans la salle et en conversation durant tout le processus. Alors, c'était unique et la force du protocole, que ça représente le meilleur de toute notre connexion. Forward, collectif, les gens engagés pour centrer les voix des marginalisés, les personnes colorisées, les transgenres, les homosexuels. C'est une invitation à tous ceux qui sont marginalisés et qui veulent rester en solidarité de se joindre à nous quand nous vivons la libération de Wesley, l'héritage wesleyan. Il y avait beaucoup de bonnes questions et il y a encore des questions. On continue les conversations dans les corridors. Nous voulons remercier ceux qui étaient là. Alors, j'ai un appel pour permettre encore une question. Alors, encore une question. J'espère que vous serez concis. Comment est-ce que les plans Est-ce que je peux poser la question, au moins poser la question? Est-ce qu'on peut poser les questions même s'ils ne sont pas répondus? Ça va. On pose la question. On va poser les questions sans donner les réponses. Alors, pour être juste avec le programme. Skyler Laïc. Je reconnais Révérend Williams qui a parlé des pouvoirs dans le contexte de ceci et j'espère avoir parlé des protocoles et les pouvoirs. Le protocole appelle pour les plaintes, mais
il ne semble pas qu'il y a le mécanisme pour renforcer les plaintes. Nous n'avons pas d'évêque ici devant nous à l'étage, mais comment est-ce que le Conseil des évêques peut être d'accord pour arrêter les plaintes quand nous avons vu à Virginie, quand le protocole a appelé cela, ce n'est pas honoré, ça ne nous assure pas pour tous les méthodistes dans tous les coins du monde. Alors, nous posons seulement les questions. Vous étiez là d'abord. Jessica Victoria, North Texas. J'ai entendu vous tous qui parlez de la nouvelle version de l'Église avec les jeunes, la jeunesse dans la direction. J'ai 2 questions que peut-être vous allez réfléchir. 1, je veux savoir combien de personnes qui étaient là pour créer ces décisions et combien avaient moins de 40 ans. Pas les consultations, mais combien de ces personnes étaient à la table avec le pouvoir de prendre des décisions à moins de 40 ans. Et si vous voulez avoir la jeunesse dans la direction, qu'est-ce qui donne la protection pour ces jeunes voix? Merci pour ça. Dernière question. Plusieurs ont parlé de l'impact de la mission et la possibilité d'améliorer cet impact. Comment est-ce que votre plan donne le pouvoir à l'Église pour améliorer son impact missionnel pour les pauvres et les marginalisés dans le monde entier? Merci pour ces questions et encore une fois, remercions nos présentateurs.